Bonjour à tous d'ailleurs. Bienvenue au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Alors, pauvre Méditerranée, en ce moment, elle a un peu bon dos, cette Méditerranée quand même. Alors, ce ministre-là, c'est un ministre grec, et on était tous les deux, pas plus tard que cette nuit, au sommet, un sommet assez assommant. On a atteint un peu des sommets de mauvaise foi, d'égoïsme. On a quand même cherché, trouver des compromis autour de la Méditerranée. Alors, certains pensent qu'il ne faut plus la traverser du tout, on ne peut plus non plus migrer d'un pays à l'autre. Alors, pour en savoir un peu plus sur l'état de notre public, exactement. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous l'avez traversé, allez, plus d'une fois, on fait un petit test, à main levée, plus d'une fois traverser la Méditerranée? Ah bah tout le monde. Allez. Et puis, vous avez aussi un petit peu... ça a un peu bougé dans votre famille. Qui est-ce qu'il y a des parents ou des grands-parents qui sont issus d'un autre pays, tout simplement, dans les rangs? On fait un petit test. Alors, il y en a moins quand même. Si, à Marseille quand même. Voilà. Alors, vous voyez, on démarre sur des bonnes bases parce que on joue en 2018 un peu l'Europe à qui tout double. C'est l'intitulé, c'est pas tout à fait un hasard, parce qu'en ce moment, il y a ceux qui insistent sur le fait que le seul sujet vraiment sérieux, ce serait les migrations pour les Européens. Par exemple, l'emploi, ça ne vous intéresse pas? Non, la santé, le bien-être, la démocratie, les valeurs, tout ça, non, ça ne vous intéresse pas? Si, quand même un peu. Alors, il y a aussi un pays qui, pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, file à l'anglaise. Le 31 mars 2019, c'est la Grande-Bretagne, vous le savez, et elle n'a pas forcément... C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Elle n'a pas forcément l'air de s'en porter mieux en attendant, dans l'intervalle. Il y a aussi des élections qui ont porté au pouvoir des partis dits populistes, qui appellent le vrai peuple à témoin sans cesse. Et puis, il y a l'Europe de l'Est aussi, avec des tendances un peu autocratiques. Une Autriche, une Italie qui gouvernent en compagnie d'un parti d'extrême droite, etc. Bref, il y a de quoi discuter aujourd'hui, normalement. On devrait pouvoir discuter, parce que vous savez que c'est une consultation citoyenne. Mais alors, c'est quoi exactement une consultation citoyenne? Alors, pour le coup, qui a une idée de ce que c'est? À la main levée, on va... Hein? Oh là! Oula, une dame. C'est ce que je leur dis aux consultations citoyennes sans arrêt. Hein. Là, ça va plus, là. Ah non, ça, c'est pas possible. Bon. Alors, la consultation citoyenne, ça veut dire que vous pouvez quand même dialoguer, intervenir. D'ailleurs, ça va être restitué, figurez-vous. Il y a 1000 événements en France de ce type qui ont lieu. Et puis, ça fait l'objet d'une restitution au Conseil européen. On va parler de vous de décembre prochain. Donc, voilà. Hein. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et on va porter ces remarques au chef d'État et de gouvernement des 28, bientôt 27, sauf ce qu'en dit Daniel Cohn-Bendit. Alors, nos invités aujourd'hui, vous l'avez reconnu, Daniel Cohn-Bendit à côté de moi. Vous en avez entendu beaucoup parler cette année parce qu'on fêtait les 50 ans de mai 68, il y a un tout petit peu 68 tard quand même. Et puis, coprésident du groupe des Verts de 2002 à 2014 au Parlement européen. Il veut la mise en place d'une Europe fédérale. Mais vous ratez un match de foot aujourd'hui, parce que vous êtes aussi quand même un sacré footeux. Non, j'ai tout organisé. Il n'y a pas de match aujourd'hui. C'est demain à 16h. Ah, c'est pour ça que vous avez accepté, sinon c'était mort. Exactement. Moi, j'accepte tout dans les intervalles. C'est bien ce qui me semblait. Alors, Georges Kartourellos, bonjour. Vous êtes, vous, ministre délégué aux affaires européennes du gouvernement de Tsipras. Un peu le chouchou de Tsipras. D'ailleurs, vous avez fait un peu tous les postes à l'administration, la réforme, le travail, etc. Toute l'émission impossible. L'émission impossible, c'est ça. Alors, la gauche radicale Syriza, qui est au pouvoir donc dans votre pays, mais qui vient de sortir, ce pays, des plans de sauvetage européens. Et on verra un peu avec vous et avec peut-être nos invités, parce que vous intéressez tous à la Grèce, je suis sûre, à quel prix. Et puis nous sommes aussi en compagnie de Jean-Marc Ferry, bonjour. Vous êtes philosophe, titulaire, alors ça c'est impressionnant, messieurs, dames, hein, de la chaire de philosophie de l'Europe à l'université de Nantes, et même auteur de l'idée d'Europe aux presses de la Sorbonne. Et on va essayer d'approfondir un peu ces questions européennes avec vous. Alors, si vous le voulez bien, hein, on va se partager. Commencez à sortir vos petits stylos, vous trouvez des questions, etc. C'est à vous de parler. Moi, je vais me reposer. Hein, c'est quand même le but du jeu. Hein. Alors, on va commencer une première partie sur les enjeux de cette Europe pour les citoyens, le contenu du rêve européen.
quelle orientation politique doit prendre cette Europe. Et puis, dans une deuxième partie, vous allez garder toutes vos questions internationales, l'Europe dans le monde, les migrations, etc. Deuxième partie. Donc, on fait 2 petits débats. Et puis après, c'est à vous de jouer. C'est à vous. On va en savoir plus sur les positions de nos invités. Et puis après, c'est à vous de jouer. C'est à vous de parler. Alors, commençons évidemment sur cette année 2018. Où est-ce qu'on en est exactement de son état de santé, Daniel Cohn-Bendit? Est-ce qu'il est stable, en déclin L'état de santé de l'Union européenne? Oui. Nous sommes dans un... Non. Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf? C'est quelque chose que vous pouvez lire tous les jours. Nous sommes dans une situation... L'Union européenne est dans une situation difficile puisque, en fait, il y a une nécessité d'aller plus loin et nous avons des majorités dans différents pays, donc des gouvernements qui ne veulent pas aller plus loin. Donc vous avez une contradiction à l'intérieur de l'Union européenne. Mais d'un autre côté, vous avez avec l'évolution aux États-Unis, la Chine et la Russie, tout le monde ressent encore plus la nécessité pour essayer de défendre un peu nos idées de démocratie, nos idées peut-être de protection sociale, de les défendre dans un monde justement où aucun État membre de l'Union européenne pourrait se défendre. La chose est très simple, dans 30 ans, aucun des États membres de l'Union européenne fera partie du G7. Voilà. Donc, si nous voulons... Parce qu'on est rattrapé par les pays... Oui, vous aurez l'Inde, les États-Unis, la Russie, la Chine, évidemment, mais plus un État membre de l'Union européenne, dans une trentaine d'années. Voilà. Donc, l'État, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'Europe va mal, mais à chaque fois que les populistes sont au pouvoir, il y a une chose qui... Et c'est un peu, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu ce qui s'est passé aussi en Grèce, où en Grèce, en fait, vous avez été poussé à la majorité pour refuser, et il y avait de très bons arguments, les plans, disons, d'austérité de l'Union européenne. Mais les Grecs, vous avez donné 2 choses. Ils vous ont dit, il faut refuser les plans d'austérité, mais il faut rester dans l'euro. Et ça, c'était comme... Et en fait, on a la même chose partout. À partir du moment où que Marine Le Pen a essayé de développer ses idées en France, sortir de l'euro, c'était fini. Elle n'avait plus de dynamique. Et vous voyez même aujourd'hui en Italie, ils ont tout dit, mais sortir de l'euro, ça c'est fini, on n'en parle plus. Ni 5 étoiles, ni Savini. Donc vous voyez, il y a 2 choses. L'Europe est en difficulté et en même temps... Tout le monde, c'est moderne. Et en même temps. C'est moderne. C'est moderne. Attention. C'est moderne. On compte les en même temps. Hein. Et en même temps, l'on voit que l'Europe est nécessaire pour stabiliser des situations. Donc, on a un peu mal au ventre, mais on n'a pas encore de crise de foie. Alors, d'accord. On a quand même subi une sacrée diète du côté grec. Hein. Et ça, Georges Katrougalos, comme ministre des Affaires européennes, vous vous en souvenez. Votre pays vient de sortir, en effet, des plans de sauvetage de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il a pu se refinancer sur les marchés depuis cette semaine, exactement. Mais pourtant, quand on regarde de plus près les chiffres, vous avez perdu quand même beaucoup, 1/3 de votre PIB. Est-ce que vous considérez que l'Europe est un peu responsable? Comment vous la voyez, justement? Pas l'Europe, mais surtout les politiques dominantes de l'austérité. Mais il ne s'agit pas seulement de la Grèce. Je crois qu'il y a un problème, un malaise dans toutes les démocraties occidentales. Je viens de regarder un sondage global. Dans ce sondage, les citoyens devraient répondre à une question simple. Est-ce que vous pensez que votre pays est dans la bonne voie ou non? Il est vraiment surprenant que seulement la Chine et l'Arabie saoudite ont répondu qu'ils sentent que leur pays est à la bonne voie. Tandis que dans notre société ouverte, démocratique, il y a maintenant une majorité de nos citoyens qui pensent que non, nous ne sommes pas dans la bonne voie. Moi, j'utilise très fréquemment une expression du professeur Ferry pour donner réponse à ce malaise. La nécessité de reconquête politique de la mondialisation économique. C'est-à-dire, la démocratie fonctionne quand on peut changer de politique, quand il y a seulement une politique, une voie, aucune alternative. La démocratie ne fonctionne pas.
Donc, il faut regarder nos institutions politiques, pas seulement en Europe. Si vous regardez les sondages, il y a une méfiance envers les institutions nationales qui est plus grave, plus aiguë que le manque de confiance à l'égard des institutions européennes. Donc, il faut aller au cœur des choses. Regagner la démocratie, ça veut dire réguler à nouveau les marchés internationaux. Comment on a fait ce miracle de 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale? Exactement par avoir les marchés, mais réglementés, aux moyens démocratiques et parlementaires, par les droits sociaux et les droits du travail. Maintenant, il faut faire la même chose au niveau des marchés internationaux. Alors, vous avez été cité, Jean-Marc Ferry, donc déjà cité. Pas encore intervenu, mais déjà cité, c'est bien. Et vous dites il faut se méfier quand même de cette idée reçue de danger des populismes. Vous récusez d'ailleurs un petit peu ce terme de populisme, parce que d'un certain point de vue, vous dites, bon, il y a des choses qu'ils disent qui sont un peu justes quand même, ou qu'ils révèlent. Oui, mais je dis surtout que ce n'est pas prudent et ce n'est pas très intelligent de sans cesse stigmatiser les populistes sous ce titre. C'est vrai que parlent dans les réclamations et les critiques émises par ceux que l'on appelle les populistes, ils parlent un fond d'exigence, qu'on le veuille ou non, qui est démocratique, c'est-à-dire l'exigence d'être de près ou de loin, et de préférence de près que de loin, les auteurs des normes dont on est destinataire. C'est ce qu'on peut appeler l'exigence d'autonomie civique. Alors évidemment, il y a des dérives. Certains se crispent de façon excessive sur leur souveraineté, font passer l'intérêt national avant l'intérêt commun, communautaire, n'est-ce pas? Et finalement, ne peuvent pas être considérés comme des participants responsables d'une véritable union politique européenne. Simplement, il faut aussi comprendre, là j'aimerais dire deux choses par rapport à ce qu'a dit Dany notamment. C'est vrai qu'il y a de bons arguments, que je dirais fonctionnels, pour faire l'Europe, comme on dit. Parce qu'il y a la situation géopolitique, on sait que les États-Unis sont un peu plus distants qu'avant de l'Europe, qu'il y a des tensions avec la Russie, une méfiance à l'égard de la Chine. Donc, puis, il y a la mondialisation, c'est-à-dire une interdépendance planétaire croissante et de plus en plus patente, qui fait que tout parle en faveur d'un changement d'échelle, d'un passage à une échelle métanationale, d'une entité, une unité politique métanationale, parce que les nations d'Europe n'ont pas la masse critique, elles n'ont pas la taille qui permet de faire le poids face aux grands émergents d'aujourd'hui. Mais simplement, ça, c'est la nécessité fonctionnelle d'une augmentation d'échelle, de régulation, de gestion et de gouvernance, comme on dit. Mais il faut que les cœurs et les têtes des Européens suivent. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'intégration systémique qui est importante, il faut une intégration civique qui va avec, et de préférence du même pas. Ça ira toujours un peu moins vite. S'il a dit métanational, vous avez bien entendu qu'il n'a pas dit supranational, parce que oui, ça veut dire une échelle au-dessus des nations. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Il ne faut pas non plus maintenant chercher midi à 14h. Non, mais supranational, c'est une connotation de gouvernement ou d'État supranational, tandis que si je dis métanational, c'est juste pour désigner une échelle qui est au-delà des nations. D'ailleurs, méta, c'est du grec, hein, on est d'accord, justement, au-dessus de... Ça ne veut pas dire qu'il faille un État supranational, je suis contre. En ce sens, je ne suis pas du tout fédéraliste, mais pas du tout au sens d'un État fédéral supranational. Alors, pour régler les problèmes européens. Vous êtes fâché tout de suite, civique, dès la première intervention avec Daniel Cohn-Bendit, qui lui est très, ça fait des années qu'on discute ça. C'est pas la peine de se fâcher, parce qu'on a fait des tas de discussions là-dessus. C'est vrai que Jean-Marc a une idée très forte qui est l'idée de la société et de trouver donc justement une société, un espace démocratique capable justement d'intervenir
Donc il n'est pas pour un État supranational, mais il est pour une démocratie qui soit capable de contrôler, je ne sais pas quoi, cette méta-vision de ce que devrait être l'Europe. Moi, je dis que les choses sont des fois un peu plus simples que la philosophie nécessaire peut le voir. C'est-à-dire que je suis persuadé aujourd'hui que nous devons inventer, et là nous avons un fort déficit, nous devons inventer la démocratie politique nécessaire de contrôler, de dynamiser cette régulation fonctionnelle nécessaire. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire que nous avons une idée, un sentiment, des fois des fulgurances dans la tête où on se dit ça ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, c'est moderne. Deuxième fois. Attention, il y a quelqu'un qui tient les comptes là. Et en même temps, nous sommes incapables, ou nous avons extrêmement de difficultés à voir ce que serait une démocratie européenne. Je donne un exemple très simple. Il y a un petit président de la République qui a proposé pour les prochaines élections européennes les listes transnationales. C'est extraordinaire parce qu'il a repris... Emmanuel Macron, celui qui dit « et en même temps ». Emmanuel, Emmanuel. Hein. Bon, il a repris l'idée, notre idée, peut-être je dirais presque mon idée. Oui, votre idée. Mon idée. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, quand on a des élections européennes, et les élections, c'est un moment démocratique. Et on va l'avoir bientôt, oui, mai 2019. Une seconde, oui. Hein, ce n'est pas la démocratie en entier, mais c'est un des moments forts du débat démocratique. Si on a des élections européennes et que ce sont 27 ou 28, ça dépend, débats nationaux, il n'y a pas d'espace démocratique européen qui se crée. Et donc l'idée de deux voix avec une liste transnationale qui nous obligerait qui obligerait tous les candidats à parler de l'Europe et non pas des problèmes de sa ville, des trottoirs de sa ville ou de sa région, eh bien ça obligerait les candidats européens à avoir un débat sur quelle Europe ils veulent, comment ils veulent la structurer, etc. Et ce n'est pas un hasard si, pas seulement les populistes, tu as raison, si tous les souverainistes plus ou moins, même les forces politiques dites démocratiques, dites pro-européennes comme les chrétiens démocrates, une partie de sociodémocrates, même une partie de verts qui ont une vision simplement nationale, ont, à une courte majorité, refusé cela. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est vu... Ça a été rejeté, pour nos spectateurs, ça a été rejeté au Parlement européen, cette idée de liste où il y avait des nationalités qui n'étaient pas finalement régionalisées sur des pays. Voilà, il y avait deux voix. Il pouvait y avoir un Italien qui se présentait. Voilà. Eh bien, je dis que ça a montré que nous avons un déficit de compréhension de ce qu'est, pour la démocratie européenne, la nécessité d'un espace public européen. Alors, voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Alors que tu me dises, tu n'es pas pour un État fédéral, moi je ne suis pas non plus pour le gouvernement de la Commission. Je dis que s'il y a une gouvernance politique, il faut qu'il y ait une responsabilité politique. Quand il y a responsabilité politique et gouvernance politique, eh bien c'est une nouvelle définition d'un nouveau type d'État. Sinon tu peux organiser. Alors tu dis, moi je suis pour tout cela, et puis après tu te retrouves avec ces sommets où tu as 27 chefs de gouvernement qui défendent souvent qu'une position nationale. Et l'intérêt commun européen, eh ben, il a du mal à émerger. Alors on en revient parce que donc avec Monsieur Katrougalos qui voulait intervenir, puisqu'il y avait donc ce fameux, enfin qui est jusqu'à aujourd'hui ce fameux sommet européen des migrations et maintenant un peu sur le Brexit et la zone euro. Et je crois que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce débat fédéralisme et citoyenneté, engagement citoyen. Il faut réinventer la démocratie au niveau européen. C'est un grec qui nous parle de démocratie, parce que ça a été le berceau. Mais écoutez, je crois que c'est essentiel cette idée de l'espace commun public européen. Qu'est-ce qu'ils disent les Allemands, la Cour constitutionnelle d'Allemagne? Pour avoir la démocratie en Europe, il faudrait avoir un démos, un peuple européen. Ça, ce n'est pas possible.
il n'y aura jamais un peuple européen. Il y aura toujours des peuples, plusieurs peuples européens avec leurs richesses culturelles. Et ça, ce n'est pas mauvais pour la démocratie. Par contre, ce qui est nécessaire afin d'avoir démocratie, d'avoir des majorités, d'avoir des échanges des idées et de combattre des idées, il est nécessaire d'avoir un espace public commun. Qu'est-ce que cela signifie? Au commencement de la crise grecque, quand M. Varoufakis ou M. Schäuble parlaient, ce qu'ils disaient a été traduit dans toutes les langues européennes, dans tous les pays européens. On a cessé d'avoir des monologues parallèles sur l'austérité, sur l'avenir de l'Europe. D'une façon, on a construit cet espace public commun européen. Et c'est ça la nécessité pour la démocratie. Et il faut trouver des moyens par lesquels les citoyens simples peuvent s'exprimer, et pas seulement s'exprimer. Ça, c'est la différence principale entre les consultations et la démocratie. Il faut dire notre opinion et pas seulement dire qu'on peut changer quelque chose en disant notre opinion. Et ça, c'est le plus difficile. Comment avoir des institutions politiques qui peuvent traduire la volonté des citoyens et des peuples européens en une décision politique. Donc, je suis vraiment d'accord avec cette idée qu'il faudrait commencer par quelque chose de simple, comme les listes transnationales, et nous avons supporté ces idées. Malheureusement, il y a une majorité de pensées conservatrices en Europe. Ouais. Oui, et puis c'est vrai qu'on réagit beaucoup encore, même au Parlement européen, sur des idées très nationales et sur des positions très nationales. Alors, Jean-Marc voulait répondre. Monsieur Ferry. Oui, c'est pour dire qu'à mon avis, nous touchons les limites d'un mode de gouvernance et du style politique qui va avec, et qui est tout à fait inadapté au projet d'une union politique fondée sur une co-responsabilité solidaire ou sur une solidarité co-responsable, comme on voudrait l'appeler. Pourquoi? Mais pourquoi? Tu dis toujours ça et j'arrive toujours pas à le Oui, mais comprendre. voilà ce que je voudrais expliquer, parce que mon schéma n'a rien de flou. À mon avis, j'ai développé de nombreuses occurrences. C'est un schéma qui, dans le principe, n'est-ce pas, refuse la subordination des États à une puissance publique supranationale, je parle des États membres, et la soumission de leur politique publique à des règles communes. Je préfère de loin le schéma horizontal d'une concertation des États et d'une coordination de leur politique publique. Alors, ce que je veux dire concrètement à cet égard, c'est qu'à mon avis, depuis 1992, depuis Maastricht, on a transféré le pouvoir de la Commission au Conseil, non pas que je regrette. Alors, pour nos spectateurs, quand même, là, on va être peut-être plus. On va expliquer, hein, on va expliquer pas à pas. La Commission européenne, donc, qui est l'organe communautaire dont vous connaissez le président, peut-être M. Juncker en ce moment, et le Conseil, eh ben, le Conseil, c'est les 28 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent au moins tous les 3 mois et beaucoup plus en temps de crise, et dont vous dites que finalement, maintenant, c'est eux qui veulent décider de tout, qui décident de tout, qui trouvent des compromis, etc. Et ça fonctionne par le haut, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que, c'est pas parce que ça fonctionne sur le haut, c'est parce que ça fonctionne sur le mode intergouvernemental. On oublie donc. Attends, Dany, je n'ai pas vraiment terminé. Je t'assure que quand je réfléchis à quelque chose, depuis le temps que je réfléchis là-dessus, je pense que je peux un petit peu développer. La méthode communautaire qui était représentée par la Commission, elle aurait mérité d'être considérablement approfondie, parce que son principe, c'est de forcer, d'imposer une co-responsabilité solidaire, encore une fois. Ça, c'est extrêmement important, et c'est le cœur de la crise, qu'il s'agisse de Schengen ou qu'il s'agisse de la zone euro, c'est qu'il n'y a pas de solidarité co-responsable entre les États membres aujourd'hui. Des migrants. Oui, qu'il s'agisse de la crise des migrants ou de la crise toujours latente en zone euro. Et donc, ce qui est important, et ce qui, à mon avis, est le beau défi pour penser une union politique qui tienne la route, c'est éviter de répliquer le schéma
des nations au niveau supranational, c'est-à-dire une grande nation européenne aussi décentralisée qu'on voudra, coiffée d'un grand État. À mon avis, ça va décrocher. Les peuples ne supporteront pas ce schéma parce que ça éloigne encore le politique européen des peuples. Et il faut véritablement penser à une intégration politique horizontale, encore une fois, sur la concertation et la coordination. Et pour ça, il nous faut une autorité qui possède la légitimité suffisante pour assurer, un président autorité élu, n'est pas souveraineté, une autorité suffisante. Et cette autorité, elle vient d'en haut, du ciel, ou elle vient d'où? Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Une autorité suffisante, une autorité qui possède une légitimité suffisante pour imposer cette solidarité co-responsable aux États membres, quitte à devoir faire appel aux opinions publiques par-dessus la tête des dirigeants. Et pour cela, oui, il y a un schéma, évidemment. Je pense qu'il est indispensable, d'une part, de faire le clair sur ceux des États membres qui ne veulent que le grand marché et qui ne veulent pas l'union politique, faire voir ceux qui veulent vraiment, qui sont véritablement décidés à jouer le jeu à plusieurs de l'intérêt commun, et puis penser à un mode d'investiture intelligent d'un président, et par pitié un seul, président de l'Union européenne, qui aurait la visibilité et la légitimité suffisante. Élu au suffrage universel? Alors comment il arrive, ce président? Mais tu permets. C'est les philosophes qui se mettent ensemble. Non, pas de discours démagogique là-dessus. Non, mais je te demande, dis-moi comment on arrive à ce président. Eh bien, écoute, par exemple, on peut discuter. Par exemple, mettons, chiffre rond, on est 30 États dans l'Union, chiffre rond. Chaque État réunit son propre congrès parlementaire et propose un candidat. Le Parlement européen, sur les 30 candidats, en retient 10, et le Conseil en élit un. Peu importe la procédure, ce qui compte, c'est l'orchestration médiatique qui accompagne le processus et la visibilité et la légitimité qui en résultent pour un président de l'Union qui aurait l'autorité suffisante pour imposer ce jeu à plusieurs. Alors évidemment, on peut réduire l'espace, n'est-ce pas? On peut aussi proposer à ceux qui veulent véritablement une union politique d'adhérer à une constitution. Vous répondez et nos spectateurs... Tu as l'air fâché, je ne vois pas pourquoi. Je ne suis pas du tout fâché. Je suis étonné parce que tu arrives et tu décris très bien les choses, et à un moment, moi, peut-être que je suis quelqu'un qui pense la démocratie d'une manière alors ultra traditionnelle, mais je me dis, à partir du moment où tu dis une autorité politique capable, disons, de coordonner la solidarité, d'accord? Je prends ton vocabulaire. Cette autorité, d'après moi, en démocratie, ce n'est que le vote populaire qui peut lui donner. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a plusieurs exemples. Moi, je ne suis pas sur les listes transnationales. J'ai dit, moi, alors là, ça fait hurler des tas de gens. Pourquoi pas l'élection au suffrage universel du président de l'Europe? Parce qu'il ne faut pas court-circuiter les parlements nationaux. Non, mais attends. Alors voilà, d'un côté, je veux une liste transnationale pour donner de l'autorité au Parlement. Là, tu me dis non, il faut une autorité plus grande. Je te dis d'accord, mais cette autorité doit quand même être reconnue par, disons, une élection, et sur le démos. Non, mais le populisme, il est là aussi. Si on fait une grosse élection au suffrage universel de tous les peuples en même temps, tu vas voir le résultat. Oui, mais tu fais une grosse élection présidentielle en France, et c'est quand même une démocratie. Faut vraiment, maintenant, ne pas exagérer. Oui, mais il y a le groupe de Visegrad, il n'y a pas que oui, mais c'est comme ça l'Europe aujourd'hui. Sur le démos, je suis d'accord, il n'existe pas aujourd'hui. Mais le démos... Si tu prends la guerre de 30 ans, il n'existait pas en Allemagne. Il n'y avait pas un peuple allemand. Et qu'il y a l'histoire qui a créé qu'aujourd'hui, tu as en Allemagne, c'est plus l'addition des petits États, mais il y a quelque chose qui existe, le démos de l'Allemagne. Et je peux te donner d'autres exemples. Donc moi, je suis sûr que nous allons vers un processus historique. Ça peut durer un siècle encore. Oui, certainement. Mais oui, mais l'Union européenne, elle a 60 ans. Écoute, toutes ces histoires, ça va durer longtemps. On revient en arrière. Moi, je dis toujours les mêmes histoires. On revient en arrière. Je suis né en 45. En 45, j'arrive sur Terre.
Je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontière entre la France et l'Allemagne. Dans 50 ans, une guerre entre la France et l'Allemagne, c'est complètement impossible. À ma naissance, que disent mes parents? Il est complètement fou. On a un enfant qui parle trop tôt et qui dit n'importe quoi. Non, non, mais... Hein? Non, alors moi j'en ai marre, parce que tu te projettes dans un avenir. Je sais que c'est difficile, mais je crois que face aux défis climatiques, par exemple, quand tu vois les règles qu'on doit imposer aux voitures en Europe, diesel, il faut une légitimité démocratique pour dire que, eh bien, aujourd'hui, il faut que les mêmes règles sur les voitures, diesel et tout ça, eh bien, soient une réalité dans toute l'Europe. Et là, il y a besoin d'une légitimité politique pour imposer ces règles. Et ça ne peut pas être une commission qui organise la bonne volonté des uns et des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça, la politique. Alors, voilà, moi je suis persuadé qu'il faut se projeter dans un avenir où tu auras une organisation politique qui s'appellera l'Europe fédérale. Alors justement, on va organiser un peu la démocratie dans ces rangs-là. Il y a une dame qui lève la main. Levez les mains pour me signaler vos questions. Comme ça, on est bien au courant de qui veut... Alors, on est avec nos invités. Bonjour. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous êtes sur la tribune. Vous avez eu du temps pour parler. On s'est déplacé pour vous écouter. Et je vais vous dire, franchement, on est quelques-uns à être déçus. Déjà, oui, très franchement. Ça fait à peine un quart d'heure. Bon, ce débat que nous avons lancé sur le président élu ou pas élu, bon, nous avons eu Maastricht, puis le vote de la Constitution européenne, dont vous savez très bien qu'elle est extrêmement difficile à modifier, verrouiller, et vous avez fait le nécessaire pour cela. Bon, vous avez fait partie de ce système. Nous avons à l'heure actuelle une Europe qui, certes, est un grand marché, mais n'est ni une Europe sociale, ni le sera. L'Europe sociale, Jacques Delors en parlait déjà. Nous ne sommes absolument pas prêts aujourd'hui à opérer au sein de l'Europe les transferts sociaux qui permettraient à ce que des pays où le salaire moyen est actuellement de 300 € et des pays dans lesquels le salaire moyen est actuellement de 2000 € se rapprochent dans des conditions satisfaisantes. C'est possible à faire. Il faut 30 ans pour ça. Il faut une planification économique audacieuse et on en est très loin. Je voudrais simplement vous dire, nous sommes à l'heure actuelle dans une Europe, dans une crise politique et économique grave. Vous considérez que les peuples ont la trouille de sortir de l'euro et finalement, vous vous en réjouissez. Vous voyez bien, même les Grecs, on les saigne à blanc et ils n'osent pas sortir de l'euro. Et finalement, les Italiens, c'est pareil, c'est les petites couilles, ils finiront par se coucher. Bon, c'est assez cynique, c'est assez horrible. Vous avez aujourd'hui des dizaines, des centaines d'économistes de gauche, de droite, qui expliquent à longueur d'articles à quel point le dysfonctionnement de l'euro est dramatique pour les peuples européens. Alors, je voudrais simplement revenir sur un argument. L'argument de Danny Cohn-Bendit et de sa vision westphalienne du monde. Je ne sais pas si un jour il tombe sur un livre de Bertrand Badi ou d'un autre. Comme ça, c'est des gens très propres sur eux, ils sont profs à Sciences Po, il n'y a pas de souci, c'est en vente libre. Et qui va lui expliquer que le G7 est une invention comique. Qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un monde dans lequel tous les pays sont concernés par les enjeux écologiques. Vous vous rendez compte, être argentin aujourd'hui, vous faites partie de rien, vous êtes qu'argentin. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, être sud-africain, mais c'est minable. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, être indonésien, mais c'est terriblement provincial. Bon, ah ben nous aussi, on va devenir provincial. Alors, bien sûr, si nous arrivons au sein de l'Europe, et c'est pas gagné, à construire les coopérations culturelles, économiques, sociales, qui permettront à des pays d'Europe de parler d'une voix commune sur des sujets ambitieux, je suis tout à fait d'accord. Si nous pouvons utiliser les institutions européennes pour aller dans ce sens, personnellement, j'en doute, mais je suis d'accord. Voilà, c'est terminé. Alors, déjà, vous avez été interpellé, et après, M. Cohn-Bendit aussi, vous avez été interpellé en tant que Grec qu'on a saigné. Vous n'avez pas l'air d'en garder suffisamment de rancœur vis-à-vis de l'Union européenne. Comment vous répondez à cela? Il est évident que la Grèce a saigné. On a perdu, vous l'avez dit, l'un tiers de notre richesse nationale. Mais
je crois que vous avez raison en ce qui concerne votre contestation, mais vous n'avez pas raison en ce qui concerne votre conclusion. Moi, je suis aussi de votre opinion qu'un des grands problèmes qu'on a, pas seulement en Europe, dans toutes les démocraties occidentales, est le démantèlement de l'État social. Et c'est pour cette raison qu'on voit l'explosion des inégalités. Vous avez aussi raison de dire que l'architecture de la zone euro, comme elle est maintenant, il est aussi un facteur qui augmente les inégalités, pas cette fois au sein des États, mais parmi les États. Les déficits des pays du Sud sont le miroir des excédents des pays plus dynamiques économiquement au centre de l'Europe. Donc, sur ces constatations, je suis d'accord avec vous. Mais quelle est la solution? Il n'est pas possible de revenir à l'État national. Vous avez peut-être écouté cet truisme qu'il y a deux catégories d'États en Europe, des petits États et les États qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits. Donc, on n'est pas assez fort, même si on est la France ou l'Allemagne, de faire face à la mondialisation. Si on veut reconstruire l'État social, il faut le faire au niveau régional, au niveau européen. Donc, il est impératif de changer les politiques dominantes, d'abandonner les politiques d'austérité, de trouver une autre voie que la voie néolibérale. Mais ça n'est pas arrivé qu'au sein de l'intégration politique de l'Europe. Donc, l'Europe est nécessaire, mais on a besoin d'une Europe différente. Alors, sur ça, peut-être vous étiez interpellé directement, Daniel Cohn-Bendit, sur la rigidité aussi et l'impossibilité de bouger à l'intérieur du carcan. C'est difficile de réformer les traités, etc. Là, c'est un point important. Moi, je ne sais pas. D'abord, je n'ai pas parlé du G7. Hein, et je ne vois pas pourquoi... Non, oui. J'ai simplement dit... Non, j'ai dit ce qu'il a dit d'une manière charmante et meilleure que moi, que dans 30 ans, aucun État européen ne fera partie des grands. Mais ça, c'est un autre débat. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas dissoudre le G7. J'ai simplement donné une orientation de pensée. J'enlève le G7. Je dis simplement la même chose que lui. Aujourd'hui, dans l'évolution de la mondialisation, ceux qui croient être encore grands, comme l'Allemagne ou la France, dans 30 ans ne le seront plus quand on prendra l'échelle mondiale. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Alors, enlève le G7 parce que c'est un faux débat. Je ne défends pas le G7. Je veux simplement... C'est cette constatation que je voulais faire. Parce qu'on a ensemble les grandes nations et de dire, vous allez voir que ceux qu'on croit qui sont grands, comme l'Allemagne, ne le seront plus dans 30 ans. C'est tout ce que je voulais dire. OK ? Et pas de défendre le G7. Enfin, je suis débile, mais pas toujours. Hein, de temps en temps. Non, mais moi, j'ai parlé de moi. Est-ce que j'ai parlé de toi? J'ai le droit quand même de parler de moi sans parler de toi. Hein, d'accord. Alors, au moins. Mais est-ce que j'ai dit que c'est débile? J'ai dit moi, je ne suis pas débile. C'est marrant ces choses. Je parle de moi, ils sont attaqués. On est quand même différents, quand même, non? Bon, allez. Alors, je veux dire, alors maintenant, sur l'Europe, c'est toujours la même chose. Il y a aujourd'hui des majorités en Europe qui ne nous plaisent pas. Je m'excuse. Moi, je préférerais d'autres majorités dans beaucoup de pays. Ce n'est pas la réalité. Comment on coordonne des politiques ensemble avec des pays qui ont des majorités différentes? On peut haïr M. Schäuble, et je comprends que les Grecs ne trouvent pas toujours sympa. Je comprends cela. Le fait est... Le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances... que la majorité en Allemagne, elle allait dans cette direction. Et donc, si l'on veut aujourd'hui, par exemple, reprenons sur les politiques communes sociales, comment arrive-t-on, pour reprendre ce que tu as dit,
comment arrive-t-on à la convergence sur l'impôt des sociétés, qui est une nécessité, Il faut trouver une majorité. Qui le décide? C'est ici, nous, entre nous, qu'on va le décider. Donc, quel est le processus politique qui nous amène à réduire la concurrence entre les États et les entreprises en ayant une convergence comme ça existe dans tous les États? Aujourd'hui, il y a disons, l'impôt sur les sociétés est le même pour toutes les sociétés, grandes ou petites, ça diffère. Enfin, le même dans le sens, il y a une loi. Cette loi, elle n'existe pas au niveau européen. Il n'y a pas de convergence, donc ça crée un grand problème social. C'est tout ce que je veux dire par là. 12,5% en Irlande. Exactement. Et pour les sociétés. Et on a le problème des GAFA. Comment on arrive à une législation qui, en fait, arrête l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, qui n'est en fait qu'une évasion fiscale? Pour cela, il faut une législation. Pour cette législation, il faut une majorité. C'est tout ce que je dis. Et que pour arriver à cette majorité, il faut un Parlement européen. S'il faut un Parlement européen, il faut des structures démocratiques où on arrive à changer les majorités au niveau du Parlement européen et des majorités dans les pays au niveau du Conseil européen. C'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Je sais, moi, quelles sont les difficultés que nous avons, nous tous, par exemple, pour la réglementation sur le climat. Le problème, c'est qu'il y a des majorités, pas seulement des gouvernements, en Europe, des pays qui sont climato-sceptiques. Comment on arrive à développer une nécessaire coordination des politiques sur le climat pour s'attaquer à la dégradation climatique? Voilà le processus politique qu'il faut voir et les nécessités d'inventer de nouvelles méthodes démocratiques pour arriver à une politique sur le climat, par exemple, qui soit beaucoup plus ambitieuse que celle qu'on arrive à avoir en ce moment. Enfin, voilà, avant que vous cassiez tout à fait la voix, je vais laisser parler le monsieur qui a le micro là, et puis vous levez les mains pour que je regarde qui veut le micro. Bon, je suis assez désolé dans ce débat sur l'Union européenne d'entendre beaucoup parler d'État. Mais en fait, je pense que c'est le reflet de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, qui n'est qu'une combinaison, association, addition, qu'importe le mot, d'États, qui sont des États-nations, qui sont l'héritage des guerres de l'histoire, qui sont l'héritage des hasards des guerres de l'histoire. Les États-nations ne nous ont apporté que des guerres et ne nous ont apporté que des misères. Quand arrivera-t-on à s'en débarrasser? Est-ce que vous pensez que nous allons le voir de notre vivant? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à avoir une Europe avec un peuple, que l'on aura supprimé le Conseil européen en même temps qu'on aura supprimé les États-nations, qu'on aura un Parlement qui aura des vrais droits d'un Parlement? Alors, Monsieur Ferry, la survivance des États-nations est leur nécessaire. Oui. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec leur suppression. Peut-être Monsieur Catrogalos aussi, vous allez nous en dire un mot. C'était une idée très forte des premiers fédéralistes du style de Denis de Rougemont, par exemple, et puis aussi de ces intellectuels philosophes qui se sont rencontrés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aux premières rencontres internationales de Genève. Il y avait autour de Starobinsky, il y avait Karl Jaspers, il y avait George Lukács, il y avait beaucoup de... Et qui sont les pères fondateurs en même temps, oui, enfin, de l'Union européenne. C'est le rêve philosophique encore. Ce n'est pas véritablement les pionniers de la construction, peu importe, mais ces philosophes, en gros, ils pensaient que les causes de toutes les tribulations que l'Europe a connues au XXe siècle, c'est les nations et les nationalismes qui vont avec, et que c'était même eux qui étaient fauteurs de totalitarisme. Et donc le but, c'était au fond, ou la stratégie conceptuelle en tout cas, c'était de prendre les nations en étau entre l'échelle des cités, l'échelle régionale, et le niveau supranational pour éliminer, éradiquer en quelque sorte ce qu'on appelait à l'époque souvent le fascisme. Et à mon avis, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Les nations, elles sont là. Les nations, ne pas confondre avec les nationalismes. Les nations ont été un cadre structurant et efficace pour l'intégration politique. Et ça a mieux réussi que les empires.
pour ce qui concerne l'intégration politique. Et puis les nations, elles existent, les peuples sont attachés aux identités nationales et aux souverainetés nationales, et je dirais, ce n'est pas un mal nécessaire, mais la difficulté, c'est de penser une intégration politique sur un mode de co-souveraineté. C'est ça la grande difficulté, plutôt que d'essayer de transférer une souveraineté vers le haut, ce qui va évidemment faire hurler les peuples et les États, qu'on les appelle populistes ou non, peu importe. Donc c'est ça le beau défi de l'Europe, je dirais, c'est d'arriver à réaliser cette co-souveraineté. C'est une pratique, c'est un apprentissage à la fois moral et politique qui réclame une autorité très forte. Encore une fois, j'y reviens. Et ce que vient de dire Dany, à mon avis, rejoint tout à fait cette idée qu'il faut concrétiser, qu'il faut spécifier de façon pertinente et réaliste, mais l'idée d'une autorité très légitime, très puissante, qui impose la concertation et la coordination. Mais on ne peut pas faire sans ce schéma de coordination et de concertation entre les principaux responsables des États membres. Dany a dit ce qui nous manque, c'est un Parlement fort et une législation forte, mais je dirais ce qui nous manque aussi, c'est vrai, mais ce qui nous manque aussi, c'est un gouvernement fort. On n'a pas de gouvernement fort. Et il faut pas, et la difficulté, c'est de créer ce gouvernement fort sans que ce soit au détriment des souverainetés nationales et des peuples qui vont avec. Parce qu'on ne peut pas les éliminer, même si un démos européen, advient dans 100 ans, le torchon brûle aujourd'hui. Et l'Europe est en train de se disloquer si on prend des mesures en passant par-dessus la tête des citoyens et de leur résistance souverainiste. Jean-Marc, on est d'accord, mais moi je ne dis pas l'État fédéral ne fait pas disparaître les États et les nations. Oui, mais non, mais pour te dire, quand tu dis, mon idée d'État fédéral, les nations ne disparaissent pas, mais elles ont une autre forme de coordination. L'État fédéral, alors tu as le système. Je dis pas qu'on va vers les États-Unis d'Europe, ça sera autre chose. Je dis pas qu'on va vers l'Allemagne fédérale, ça sera inventer un nouvel espace politique fédéral qui sera le fédéralisme européen qu'on ne connaît pas. Mais ça ne veut pas dire que la France va se soumettre, que l'Allemagne, que la Malte, que je ne sais qui. Ça veut Ok, mais c'est une question de mots dans ce cas. Moi, je suis pour une union transnationale, organiser une co-souveraineté. J'achète tes mots si on pense la même chose. Parce moi, ça que me dérange fédéral, pas. c'est ambigu, tu sais bien. Oui, c'est... Enfin, bon, d'accord. Je ne peux pas me battre sur fédéral. Parce qu'il y a le monsieur là qui me demande la parole depuis tout à l'heure aussi. Monsieur là, allez-y. Bonjour, déjà bravo, merci d'être venu parce qu'il n'y en a pas souvent des débats comme ça et c'est intéressant. Depuis tout à l'heure, on discute de la direction de l'Union européenne, du fait qu'on a un gouvernement qui n'est pas assez fort en Europe. Mais avant ça, je pense qu'on oublie un peu une question primordiale, c'est la culture des pays. C'est-à-dire que chaque pays de l'Union européenne ont des cultures différentes. Par exemple, en France, on est très attaché à aider les personnes pauvres, à soutenir les personnes qui sont faibles. Dans d'autres pays, beaucoup moins. Donc, par exemple, on a un chômage qui est assez élevé. Dans d'autres pays, il est beaucoup moins élevé. Et donc, quand on nous parle de compétitivité en Europe, il faut toujours plus de compétitivité. Ça sous-entend qu'on va devoir baisser ses droits, où actuellement on les a juste stoppés parce que je pense que le président qui baissera les droits, il va casser l'opinion publique. Mais pour respecter les règles de l'Union européenne, en gros, on va vers ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un gouvernement fort qui va respecter toutes les cultures de tous les pays différents? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on est attaché à notre souveraineté. Mais je pense qu'on n'est pas attaché à notre souveraineté tant que ça. On est surtout attaché à notre culture et à ce qu'on veut faire de notre pays. Et on a peur de voir ça disparaître. Et donc, avoir un gouvernement européen qui va gérer tout ça, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut respecter les cultures de tous les pays. Alors,
C'est bien. On va vous poser la question en premier puisqu'on a parlé justement des différentes cultures. En effet, ça c'est un vrai débat qu'on a régulièrement. Comment est-ce que finalement c'est possible d'être à la fois, c'est pour moi celle-là, et en même temps, voilà, à la fois européen et en même temps respectueux des cultures auxquelles les gens sont effectivement très attachés. Voler mon micro. Je crois qu'il faut faire la distinction entre culture et valeur politique, entre ce qui est la spécificité peut-être de la richesse nationale culturelle et ce qui est une option politique. Je crois qu'il n'est pas contradictoire de conserver ce qui constitue la richesse culturelle des nations. Pour cette raison, tous les trois, nous sommes de l'opinion que les nations ne vont pas disparaître, au moins dans l'avenir qu'on peut imaginer. Et c'est une complètement autre chose, le choix politique. Par exemple, si on va promouvoir plutôt l'égalité ou la compétitivité économique. Pour cette raison, il y a des nations qui sont toujours pour l'égalité et des nations qui sont toujours disons, pour le marché. Ça, c'est l'essentiel de la démocratie, d'avoir la possibilité de changer de majorité. Et ça, c'est le principal problème de la démocratie en Europe, qu'on n'a pas maintenant le mécanisme vraiment de changer l'orientation qu'on a, spécialement en ce qui concerne la gouvernance économique. Pour cette raison, je crois que tout ce que nous discutons est très ambitieux. La vérité, c'est que Daniel vient de dire, on essaie maintenant comment construire, comment sera cette entité européenne qui sera à la fois démocratique et respectueuse des différences nationales. Et pour cette raison, je pense qu'il faut commencer par des étapes très modestes. Les listes transnationales, le ministre des Finances qui sera responsable devant le Parlement européen. La ministre donc de toute la zone euro, c'est ça, un ministre des Finances commun pour tous aussi, pour plus converger économiquement? C'est plutôt symbolique. C'est plutôt symbolique pour dire la vérité. On ajoute, nous en Grèce, exactement parce que nous estimons très, très important un meilleur équilibre entre la dimension économique et sociale en Europe, si on aura un ministre des Finances, d'avoir aussi un ministre du Travail et de Protection sociale, de ne pas avoir seulement un euro de ministre des Finances, mais aussi un groupe euro de ministres du Travail et de Protection sociale. Tout ça, ce n'est pas vraiment ambitieux, mais ils sont réalistes. On peut le faire. Comment le faire? Ça, c'est peut-être la question la plus facile à répondre. Il nous faut une nouvelle majorité. Et cette nouvelle majorité progressiste doit être comprise des forces politiques existantes, de la social-démocratie, de l'écologie, de la gauche. C'est ce que nous essayons de faire maintenant au niveau du Parlement européen. C'est ce que le Portugal a fait. C'est pratiquement le projet dans lequel nous, Syriza, nous voulons être le catalyseur en Europe. Alors, ouais, et j'ai vu le monsieur là-bas aussi qui me demandait la parole. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais donc parler de deux choses. D'abord, la situation réelle en Grèce, puisque je suis un représentant de Marseille avec les Grecs, qui regroupe 30 associations de Marseille, des syndicats, des mouvements associatifs. Et nous avons deux buts, c'est informer sur ce qui se passe et ensuite faire des gestes de solidarité en attendant que les Grecs arrivent à résoudre leurs problèmes, amener des médicaments, etc. Il y a des convois 3-4 fois par an. Alors, sur l'information, je suis offusqué de ce que Mme Camaret a dit. En Grèce, tout va bien.
C'est ce que les médias, depuis... non, j'ai jamais dit ça. C'est ce que... J'ai dit que le PIB avait chuté par rapport à l'avant-crise de 1/3. Non, mais énorme. maintenant, j'allais dire, on voit le bout du tunnel, et vous avez dit qu'il y a un fort espoir de redressement. Bon, vous n'avez pas dit ça comme ça, mais c'est ce que j'ai compris. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça va de pire en pire. On y va 1 ou 2 mois par an. C'est la catastrophe humanitaire. Les Grecs, on leur dit, il faut baisser vos salaires, baisser les pensions. Vous connaissez les trucs. Ils en sont à 200-300 € maintenant de pension pour les vieux en perspective. C'est 385, je crois, pour l'instant. C'est la catastrophe. Ils ne se soignent plus, ils se suicident, ils meurent. Et je voudrais que les gens prennent conscience que l'Europe les a conduits dans une impasse absolument terrible. Alors évidemment, les responsabilités, on peut accuser les anciens dirigeants grecs qui, avec Goldman Sachs, ont truqué les comptes de la Grèce, mais pour l'instant, il faut prendre la situation comme elle est. Alors, première chose, il y a une campagne d'information pour dire qu'en Grèce, ça va mieux. Lisez tous les journaux, toutes les revues. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors, précisez peut-être. Deuxième chose, attendez, deuxième chose, maintenant, comment les Grecs vont pouvoir s'en sortir? Eh bien, écoutez, on peut vous dire que 80% des Grecs qu'on a contactés, ce n'est pas les ministres, bien sûr, ce sont les gens du peuple. Mais j'apprécie beaucoup votre discours, monsieur le ministre. Vous avez dit des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais la solution de base, c'est que, à mon point de vue, l'Europe a été bâtie sur, sur une concurrence sauvage financière. Ce sont les financiers qui commandent tout et c'est eux qui dictent la monnaie de l'Europe. Et les Grecs n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'ont perdu leur autonomie sur la monnaie. Moi, j'ai vu les queues à Athènes des gens qui allaient chercher le distributeur et l'Europe leur a coupé le robinet en disant si vous votez non au référendum de 2015, on va vous sortir de l'euro. Donc il y a une pression financière énorme. Et deuxièmement, les échanges internationaux, on leur a obligé à baisser les frontières. Alors c'est la farine chinoise qui arrive, c'est les tomates du Maroc, c'est la catastrophe. Ils ont tout vendu et maintenant, vendez vos îles. Et ils n'ont aucun espoir. Donc je pense qu'on a bâti l'Europe sur un mauvais gène. C'est le gène de la concurrence économique, alors que moi j'espérais, moi j'ai voté Maastricht, j'étais naïf, j'espérais une Europe de solidarité. Alors, juste peut-être, moi, monsieur, je complète peut-être. Hein. Je disais pas que ça allait beaucoup mieux en Grèce. Je disais simplement qu'ils sont sortis des plans de sauvetage de l'Union européenne, 273 milliards d'euros qui ont été prêtés aux Grecs, qu'ils ont remboursés, enfin qu'ils sont en train donc ils ne sont plus sous aide et donc ils ne sont plus sous contrainte non plus, sous les mêmes contraintes. C'est ça qui est différent et c'est pour ça que vous le voyez dans les journaux. Peut-être le ministre va mieux l'expliquer que moi. Donc ils peuvent se refinancer sur les marchés. C'est ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ah, c'est pire. Alors, est-ce que c'est pire? Ça, c'est une autre débat. C'est pas pire. Bon, alors, donc, pourquoi c'est pire? Pourquoi c'est pas pire? Alors, allons-y. Mais non, c'est à lui. C'est lui qui est ministre, c'est pas moi. Bon. Donc, d'abord, merci pour la solidarité. Il était vraiment important pour nous. Quand nous luttons pendant les premiers semestres de notre gouvernement, et maintenant aussi. La situation en Grèce n'est pas bonne, mais il n'est pas exact qu'il devienne pire. Par exemple, quand nous sommes entrés au pouvoir, il y avait une vraie crise humanitaire. Un tiers de la population n'avait pas accès aux soins médicaux. Exactement parce qu'on a un système d'assurance sociale de type Bismarck. Celui qui n'a pas de travail, qui n'est pas assuré dans la sécurité sociale, n'a pas accès aux hôpitaux. On a donné d'accès à ces 2,5 millions de nos citoyens. On a essayé de réformer le système de sécurité sociale en réduisant les dépenses. Ça a été une obligation imposée chez nous, mais aussi quelque chose que peut-être ils devraient le faire nous-mêmes, exactement parce que le déficit de la sécurité sociale était de l'ordre de 9% de notre PIB. Donc, il n'était pas à mi-terme, non seulement à long terme, viable. Et qu'est-ce que c'était l'essentiel de notre réforme? On a unifié toutes les caisses sociales à une seule, exactement parce qu'auparavant,
dans le système très clientélistique en Grèce, ceux qui avaient accès au pouvoir, les couches les plus, disons, proches des partis dominantes, avaient une pension meilleure. Et la majorité de la population, non. C'est ce qu'on appelle le clientélisme en France. Exactement. Le clientélisme. Donc maintenant, nous sommes, je crois, le seul pays en Europe qui en a seulement une caisse d'assurance sociale. Puis, il faudrait trouver une solution pour toute cette population grecque qui est en chômage. Donc, on a... plus de 20% encore, et 50% chez les jeunes, hein, monsieur le ministre. Hein. C'est ça. C'est déjà 7 points moins que quand nous sommes pris le gouvernement, mais déjà au niveau monstrueux. On a été inspiré par le modèle des pays nordiques et on a pour la première fois en Grèce et aussi pour les pays du Sud établi une pension nationale qui n'est pas financée par les cotisations. Les retraites, hein, les pensions, c'est les retraites en fait, hein, oui, les retraites oui, nationales. Mais par l'impôt. Et on a donné ça à tout le monde au niveau qui est la pauvreté, comme l'Union européenne le calcule, c'est-à-dire le 60% des revenus moyens. Ce que je veux dire est qu'il est vrai que la situation est beaucoup plus mauvaise qu'ici en France. Et qu'avant la crise. Mais on essaie. C'est plus compliqué qu'avant la crise, parce que avant la crise, il y avait une inégalité incroyable en Grèce. Je m'excuse, je ne veux pas... Tout à fait. Si on nous dit que c'est pire qu'avant la crise, on ne sait pas comment c'était avant la crise. Et avant la crise, c'était terrible. C'est tout ce que je veux dire. Moi, je ne dis pas que c'est bien en Grèce, mais en montrant une image aussi terrible que vous la montrez, il n'y a aucune possibilité de s'en sortir, parce qu'il a raison. Une sécurité sociale à 9% du PIB, mais qui peut le financer? Enfin, qui peut? Donc, et demain, qu'est-ce que de ce dont a besoin la Grèce? C'est pour que ça le relance, c'est un budget de la zone euro pour investir en Grèce. En Grèce, tu peux dire combien sur l'énergie, combien vous importez d'énergie? Combien vous avez... Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil en Grèce. Mais quand même, sur les énergies renouvelables, il faut investir. C'est là où la Grèce, qui dépend... Vous importez combien d'énergie? 80%, 90%. Voilà. Et pour cela, il faut que l'Europe, avec un budget européen, permette à la Grèce d'investir pour se sortir de cette dépendance. Donc, il y a... une politique qu'on peut critiquer, que moi, je ne vois pas pourquoi moi je me flagellerais, t'as qu'à reprendre mes discours que j'ai fait au Parlement européen, là-dessus, sur l'austérité. Mais c'est une chose, et d'une autre chose, c'est que, justement, la Grèce, vu sa situation, a besoin d'une autre solidarité de l'Europe, mais elle ne peut pas s'en sortir seule. Mais voilà, sortir des plans de sauvetage, c'est quand même intéressant, parce qu'on retrouve des marges de manœuvre, on retrouve de la souveraineté économique, et ça, de point de vue des Grecs, c'est mieux, évidemment, ça. Il y a deux dimensions au problème grec. L'un est national. On avait un système politique vraiment inégalitaire, très, très partiel, et corrompu. Et corrompu, exactement. Pour cette raison, la crise en Grèce était exacerbée, beaucoup plus mauvaise que dans tous les autres pays, même dans les pays de l'Europe du Sud. Et pour cette raison, le système politique a été écroulé. C'est la raison que nous sommes le gouvernement, d'après tout. Et il y a l'autre dimension, la dimension européenne. Les mêmes politiques d'austérité ont été imposées chez nous, mais à un degré superlatif. Dans les premiers semestres, on a essayé de résister à ces politiques d'austérité. Mais l'équilibre des forces était vraiment écrasant contre nous. On n'avait pas d'autre option qu'un compromis. Par ce compromis, on a signé un nouveau programme de sauvetage qui n'était pas essentiellement différent les deux premières. Il était meilleur dans certains aspects. Par exemple, on a sauvé par la privatisation
les services publics importants, comme celui de l'électricité ou de l'eau. On a accepté ce compromis exactement parce qu'on avait l'ambition de neutraliser les aspects les plus néolibéraux, les plus proches de l'austérité de ce programme, avec un programme parallèle de notre initiative. Pour cette raison, il est important que maintenant nous sortons de ce programme de sauvetage, exactement parce que nous regagnerons cette partie de notre souveraineté démocratique qu'on a perdue, et on aura la possibilité de, dans certainement les limites économiques, on ne peut pas générer de l'argent sans développement, mais on va essayer d'avoir un développement, une croissance inclusive, pas seulement pour les riches. Pour cette raison, il est important que maintenant nous sortons de ce programme-là. C'est une occasion pour nous de refaire la Grèce d'une façon plus démocratique, plus sociale, plus juste pour le peuple grec. Alors, voilà, je vois une dame qui lève la main. Où sont les micros? Je ne sais pas. Ah, là, pardon. Excusez-moi. Je voulais vous demander si ce vote à l'unanimité qui a été imposé à l'Europe, ça n'a pas conduit à faire reculer les projets qui pouvaient être votés. Est-ce que ce système va être conduit ultérieurement? Alors, deuxièmement, une autre petite question. Concernant le vote européen, qu'est-ce que vous allez faire pour rendre attractif et inciter les citoyens à aller voter? Certainement pas, je pense, une liste à la Maastricht. Il nous faut quelque chose de clair, simple et qui donne envie. Alors, Madame souligne une question qui est importante peut-être pour comprendre bien. Elle dit qu'on continue avec un système dans certains secteurs très importants, notamment la fiscalité, etc., un vote à l'unanimité et que donc il y a des pays qui peuvent mettre leur veto, etc. Vous voulez peut-être en dire un mot, Monsieur Ferry? Et ensuite, vous nous direz ce qu'on peut. Est-ce que finalement, la maladie de l'Europe, quand on dit on bloque les choses, c'est qu'on n'a toujours pas de système à la majorité, comme dans les pays. Dans les pays, finalement, au niveau national, quand on vote, c'est la majorité qui l'emporte, etc. On n'attend pas de savoir si la totalité de tout le monde est d'accord. J'aimerais suggérer une distinction qui me paraît aujourd'hui actuelle et importante en ce qui concerne cette question de la souveraineté, qui est directement liée à la question qui a été posée par Madame. Je propose de distinguer entre une souveraineté positive, c'est-à-dire la capacité d'agir, et une souveraineté négative, c'est-à-dire le droit de ne pas être contraint par force. C'est deux aspects différents de la souveraineté. Et donc, en ce qui concerne la capacité d'agir, nous avons largement perdu individuellement la souveraineté et nous ne pouvons la recouvrer que dans l'Union. Mais en ce qui concerne la souveraineté négative, nous en conservons des éléments individuels qui sont importants. Et parmi ces éléments individuels de souveraineté négative, c'est-à-dire la possibilité de ne pas être contraint par force, oui, eh bien, il y a le droit de veto et le droit de retrait. Alors, un corrélatif du droit de veto, c'est le vote à l'unanimité. Et donc, même si on dit ça empêche d'avancer, etc., il est très important qu'on ait un cran d'arrêt à un modèle d'intégration nationale qui ferait penser, au fond, à celui des États-Unis d'Amérique. Il y a eu la guerre de sécession pour cette raison, en partie, n'est-ce pas? Donc, il faut que vous n'allez pas être d'accord, je sens. Les États, il faut que les États membres conservent cet élément de souveraineté dont on a eu des illustrations récemment avec le droit de retrait, tout simplement. Madame soulignait que ça bloque beaucoup de politique quand même, et surtout de politique importante. Jean-Marc, tu ne vas pas prendre l'exemple de la guerre de sécession. Tu dis qu'il aurait fallu un pays où dans certains États américains on ait le droit à l'esclavage et dans d'autres non. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien que... on dérape, là. Mais non, tu m'as dit c'est la raison de la guerre de sécession. La guerre de sécession, la raison, c'est esclavage, oui ou non? Non, mais il y avait d'autres raisons. C'est pas ça, la guerre de sécession. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage. C'est... Ah bon? Non, il y avait d'autres raisons. C'était... Comment? Attends. Le fait que les États du Sud se sont révoltés
quand c'était une loi qui voulait interdire l'esclavage. Bon, non, mais Dany, allons à l'essentiel, s'il te plaît. La question, c'est est-ce qu'il faut conserver ce camp d'arrêt que représente le droit de veto et le droit de retrait? Je veux y arriver, parce que tu as donné justement cet exemple, sinon c'est la guerre. C'est pour ça que j'ai essayé de répondre, qu'il y a des choses quand même qu'on doit, d'une certaine manière, pouvoir décider ensemble. Et par exemple, la grande difficulté sur la fiscalité, et là je crois que Madame a raison, est-ce qu'on peut continuer quand même à avoir un taux d'imposition sur les sociétés aussi différent, par exemple, de l'Irlande, en passant par les possibilités en Hollande, en France ou en Allemagne? Je dis qu'une économie en commun ne peut pas vivre comme ça. Et donc... Parce que les pays, justement, qui ont mais ça, imposent leur veto, précisément. Ben, oui, le Luxembourg, l'Irlande, etc. Oui, du calme. Je dis par là que, justement, avec ce droit de veto, on empêche la possibilité d'agir. On empêche la possibilité... Et là, je crois que c'est un véritable problème. La chose, c'est que pour changer cela, il faut à l'unanimité décider que sur certaines choses, il n'y aurait pas l'unanimité, mais une majorité super qualifiée. On peut trouver, ça n'existe pas. Je te donne un autre exemple du droit de veto aberrant pour sortir de ça. Au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, le droit de veto, ça empêche... Alors, quand il s'agit de la Syrie, c'est le veto des Russes et des Chinois, et quand il s'agit, par exemple, Israël-Palestine, c'est le veto des Américains, et comme ça, on se bloque. On se bloque. Moi, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas la simple majorité. Je crois qu'il y a un problème des majorités qualifiées, mais que le droit de veto empêche politiquement... Enfin, je veux dire, c'est ce qui... Et moi, je crois, pour donner un autre exemple, la politique environnementale de l'Europe, elle n'est plus soumise à l'unanimité, et je crois qu'elle a révolutionné les politiques environnementales dans tous les pays, parce qu'elle n'a pas imposé, mais elle a donné un cadre commun qui était absolument nécessaire, alors que certains pays, au début, se voulaient rétractaires. Ou, je donne un autre exemple contre le gouvernement français aujourd'hui, l'Union européenne a décidé une législation très intéressante sur le droit parental, le droit, quand un enfant naît dans une famille, de prendre 6 semaines, 8 semaines, etc. Et le gouvernement français ne veut pas. Je crois que cette politique de pouvoir en sortir est néfaste. Je trouve que là, l'Union européenne avait trouvé un compromis que tout le monde doit accepter. Et le droit de veto, le droit de sortir, est une possibilité, dans certains cas égoïste, de profiter d'un avantage. Donc je suis d'accord avec toi, il faut trouver une autre forme. Ça peut être pas la simple majorité, mais le veto lui-même est démocratiquement, pour moi, quelque chose qu'il faut essayer de surmonter. Alors, on progresse. Il nous reste un petit quart d'heure pour parler de questions plus internationales, hein. Si vous vouliez parler des pays hostiles, des pays un petit peu inquiétants comme la Russie, aux portes de l'Europe, dans une moindre mesure peut-être la Turquie, avec lequel on a des accords migratoires, des États-Unis qui sont encore nos amis ou pas, de la diplomatie européenne qu'on qualifie souvent aux abonnés absents, et puis de la crise migratoire qui s'invite beaucoup, on le disait dans le débat ces derniers temps, mais est-ce que ça n'est pas une crise politique plutôt tout cela, on peut en débattre. Qui est intéressé un peu par ces thèmes? Je vois madame, et madame là-bas aussi qui voulait peut-être... alors, vous n'avez pas de micro, madame, vous avez un micro, vous avez l'avantage. Je fais depuis un long bout de temps aussi, c'est pas un avantage. Attendez, mais donnez le micro à madame aussi également. Je trouve ça très intéressant ce qui vient d'être dit sur ces histoires de droit de veto ou de majorité qualifiée. S'il vous plaît les filles, là j'ai du mal à parler si vous parlez derrière, merci. Donc voilà, et je trouve que c'était intéressant aussi ce que disait Monsieur Ferry sur la différence entre droit de veto et droit de retrait. Cette nuit, vers 4h30, ceux qui croient en l'Europe, comme moi, je suis toi comme toi, Dany, une vieille écolo, et je t'ai croisée quelques fois. Toi, tu es entre France et Allemagne, moi je suis entre France et Italie, très concrètement.
Donc je vis les choses très fort. Et ce qui s'est quand même passé cette nuit, ça a failli exploser, vous y étiez. Enfin, moi, ce matin, quand j'ai écouté les infos, je me suis dit, ouf, on a évité le pire. C'est-à-dire que les pays de l'Est, Autriche et compagnie, qui voulaient bloquer totalement, enfin, qui sont complètement braqués contre les immigrés et patati patata, on leur a dit, OK, on ne peut pas vous forcer à les prendre. Hein. Et ça me rappelle un proverbe du sud de l'Italie, que quand on impose, comme disait M. Ferry, mais de paysans du Sud, hein, entre Rome et Naples de ma mère, les choses faites par force ne valent pas une écorce, c'est-à-dire une pelure. C'est-à-dire à un moment ou l'autre, quand on impose, un jour ou l'autre, ça pète. Et c'est ce qui est en train de passer, puisqu'on a imposé plein de choses injustes au peuple. Donc, je trouve que c'est finalement, si j'ai bien compris, une manifestation du droit de retrait, ce qu'on a permis à ces pays en leur disant quand même, essayez de prendre en charge le contrôle des frontières aussi injuste, terrible ça puisse être. Et donc, Dany, c'est vrai que cette histoire de majorité qualifiée, ça me paraîtrait une très bonne chose. Parce que le droit de veto, c'est vraiment l'abus. C'est l'abus dans toute sa splendeur. Vous pensez à l'Italie en particulier sur le sommet des migrants? C'est ce que vous... disons ou les autres je aussi pense pas, non, je pense en européenne convaincue, mais j'étais jeune fille au père en Allemagne, j'étais en Angleterre, donc c'est pas le problème. Non, l'Italie aussi, bien sûr, me touche, mais... alors, l'Italie a dit ce matin, Conte, que l'Italie se sentait un peu moins seule. Chaque pays a ses torts et ses raisons. Hein, je veux dire, bon, voilà, donc ça, je trouve ça intéressant d'aller... Est-ce qu'il n'y a pas moyen avec... alors, Dany, je te dis tu, parce que, bon, je permets, mais depuis... Bon, enfin bref, en tant que vieille écolo, moi, le Partito Radicale, Emma Bonini, Marco Pannella et compagnie Bella, il y a 40 ans, qui étaient proches de Lalonde, machin, et des écolos pendant longtemps au Parlement, que tu as fréquenté de près. Il y a aussi les référendums à initiative populaire pour brancher les jeunes, parce que c'est vrai ce que dit monsieur Grec, je vous salue, c'est vrai ce que vous dites, qu'il faut bien distinguer, et M. Ferry le dit aussi, la culture, l'amour de sa culture. Et en même temps, il y a quand même l'auberge espagnole, et il y a cette merveille, malgré tout, des programmes Erasmus qui font que beaucoup de jeunes se sentent liés à leur pays, à leur culture, à leur cuisine, à leur musique, mais se sentent aussi profondément européens, hein, avec Erasmus. Est-ce que les référendums d'initiative populaire ne pourraient pas être des leviers en branchant les jeunes et les choses comme ça, pour aller vers cette histoire de majorité qualifiée. Comme dit M. Ferry, à un moment, quand le système des dominants, des politicards et des machins, ils bloquent tout, et des finances, sauter par-dessus en faisant monter des expressions du peuple. Quels sont les instruments de levier? C'est-à-dire qu'en fait, Madame a raison, c'est compliqué parce que pour réussir à avoir ces majorités qualifiées, il faut l'unanimité de tout le monde. Tout le monde soit d'accord, les 28 signent pour renoncer à leur droit de veto, en quelque sorte. Oui, moi je voudrais donner l'exemple sur ce qui a été décidé sur les migrants, les réfugiés, tout ça. Je crois que c'est très compliqué, mais... Moi, j'avais fait une proposition et malheureusement, on n'arrive pas à l'imposer. Au lieu de discuter d'imposer la répartition des réfugiés dans tous les pays comme avec une clé. Moi, j'ai proposé une agence européenne des réfugiés avec un fort budget. Et cette agence européenne, elle dit chaque ville, chaque village, chaque département, ça dépend de l'organisation dans tous les pays, qui accueille des réfugiés, pour 2 € qu'on lui donne en aide, hein, pour accueillir les gens, on lui donne 1 € de plus pour son budget social, c'est-à-dire un bonus. Si vous vous organisez pour accueillir des réfugiés, vous aurez en plus quelque chose pour ceux qui ne sont pas réfugiés. Donc, c'est un bonus-malus de dire aux gens, ça peut être attrayant et ça crée de nouvelles solidarités. Je crois que c'est la seule possibilité et la seule chose, et c'est là que c'est compliqué. Pour réaliser cela, il faut obliger par un vote à la majorité qualifiée que les pays, donc disons, je donne un exemple concret parce que c'est réel, la ville de Danzig, en Pologne, est prête à accueillir des réfugiés. Le gouvernement veut l'en empêcher. Eh bien, que par majorité, on dise un pays n'a pas le droit d'empêcher une ville ou un village d'accueillir des réfugiés s'il le veut. C'est la seule chose qu'on doit imposer à une majorité. Si tu as le veto, on n'en sortira pas. Je ne veux rien imposer. Si aucune ville
ne veut accueillir en Hongrie, alors qu'on sait qu'il y a même des villages qui accueillent en Hongrie, eh bien, ça ne se ferait pas. Mais là, on a, si tu veux, la possibilité des États membres d'empêcher quelque chose qu'ils ne veulent pas idéologiquement, alors qu'on ne veut rien leur imposer. Donc c'est là que je dis, le droit de veto est quelque chose d'aberrant, sinon on aurait une autre possibilité, par exemple sur les réfugiés. On a un très bon exemple là, où je crois avoir un tout petit peu raison. Je suis de la même opinion, mais il y a dans cet état actuel d'intégration politique quelques secteurs comme la défense, comme la politique extérieure, où il faudrait conserver le veto. Puis il y a une différence. Je crois que Daniel a raison. Il y a quelques pays, les pays de l'Est, pour dire les choses avec leur nom propre. Pour ne nommer que le groupe de Visegrad, donc République tchèque, Slovaquie et surtout Hongrie et Pologne. Je vais distinguer deux choses. L'une, c'est l'immigration. L'autre, c'est le choix, disons, pro-social ou pro-marché. Je crois que c'est vraiment légitime. Si quelques pays veulent avoir une voie plus sociale, ou par contre, quelques pays veulent conserver une approche plus amicale des marchés, d'avoir la possibilité de suivre leur choix. Il est différent s'il s'agit d'une façon d'échapper d'obligations communes qui sont essentielles pour la solidarité européenne. Un autre facteur qu'il faut... Parce qu'ils veulent prendre 0 réfugiés, ils en ont d'ailleurs pris 0. Aucun de ces 4. Hein. Donc, mais oublions l'immigration. Il y a une autre dimension très importante qu'il faut tenir en compte. Il faut avoir la possibilité de choix. Mais il faut éviter l'Europe de 2 vitesses. C'est essentiel. Non, vous n'avez pas dit ça. Il y avait un article fameux du même ministre des Finances, Mr. Schäuble, aux années 90. Il a dit qu'en tenant compte de la différence de dynamisme économique des pays disons, de centre et des pays périphériques, il faudrait envisager un format institutionnel selon lequel quelques pays, les plus dynamiques, seraient la locomotive européenne, la première vitesse de l'Europe. Et les autres pays qui ne pouvaient pas suivre seraient des États, disons, de seconde catégorie. Il est évident qu'on ne peut pas accepter ça, exactement parce qu'il serait contraire à l'idée même de l'égalité des éléments constituants de l'intégration je vais poser une question là-dessus. Mais il est différent d'avoir d'autres choix dans le domaine qu'il ne s'agit pas de distinguer les États selon leur dynamisme, mais selon leur choix. Notre Premier ministre a dit, de façon très concentrée, que nous sommes contre l'Europe à plusieurs vitesses, mais nous sommes pour une Europe à plusieurs choix. Je vous donnerai un exemple. Le procureur européen. L'euro déjà. L'euro, il y a 19 pays, pas 27. Donc, il y a des options politiques dans lesquelles il faudra accepter que différentes rationalités politiques, différents choix, permettent d'avoir une, disons, flexibilité aux politiques européennes. Il y a d'autres, ceux qui sont associés avec la solidarité, que ça sera interdit. Mais de toute façon, il faudrait rejeter l'idée qu'on aura une distinction entre les États, pas selon la politique, la volonté politique, mais selon leur dynamisme. Ça sera une bombe. Oui, c'est ça. C'était l'idée quand même qu'il y aurait un euro fort, un euro faible, etc. aussi alors, de Schäuble. Non, peut-être que Jean-Marc veut dire pas, pardon. Monsieur Ferry, vous vouliez répondre là-dessus peut-être? Non, j'avais rien de spécial à dire à ce sujet.
Pour revenir à la question je suis d'accord avec M. Cantougalos sur la question du veto. Il y a des domaines qui sont pas négociables. Par exemple, une expédition militaire au Proche-Orient, que sais-je, de ce genre, enfin quelque chose de très lourd, le droit de retraite ne peut pas constituer une réponse, parce qu'on peut très bien ne pas vouloir se sentir solidaire de l'opération, par hypothèse, menée au nom de l'Union européenne, n'est-ce pas, tout en voulant rester néanmoins dans l'Union européenne. Et donc, il y a un certain domaine, comme celui que je viens d'évoquer, où le droit de veto me paraît tout à fait indispensable. En revanche, tu as tout à fait raison, à mon avis. En matière fiscale, le droit de veto est tout à fait ridicule et tout à fait déplacé. Je voudrais un exemple qui est plus compliqué. Tu es pour Schengen, enfin pour l'espace Schengen. L'espace Schengen a été d'abord quelques pays. Quelques pays ont avancé, ont décidé ensemble parce que les autres ne voulaient pas, et ça a été intégré dans le droit européen que, alors je ne sais pas si 7 ans ou 8 ans ou 10 ans après. Donc quelques pays comme la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie ont dit nous, on veut supprimer les frontières entre nous. D'autres pays ont dit nous, on ne veut pas. Et petit à petit, d'autres se sont rajoutés et d'autres n'ont jamais voulu, comme par exemple la Grande-Bretagne, etc. Donc c'est là où moi je crois qu'il faut faire attention qu'on ne dise pas tout à l'unanimité ou rien à l'unanimité, je suis d'accord. Sur la coopération militaire, veulent ceux qui veulent ou pas. Il y a d'autres domaines où moi aussi je ne suis pas sûr. Simplement, ça revient à la fin à comment éviter que certains pays, avec ce droit de veto, peuvent se soustraire à la solidarité nécessaire. Parce que c'est là l'envers de la médaille. C'est ça, moi, qui me travaille. Mais est-ce complètement fou d'imaginer qu'il y a ceux qui veulent une union politique forte, très, très, très solidaire, de co-responsabilité solidaire, et d'autres qui n'investissent l'Union européenne que sur le plan économique, parce que c'est quand même la réalité. On fait ce qu'on avait proposé à la Turquie, on fait 2 cercles, on fait ceux qui veulent l'union politique qu'on définira comme on veut, et les autres, c'est, disons, le partenariat privilégié. Partenariat économique. Et le partenariat économique. Le problème qu'il y a derrière, qui fait les règles? On peut imaginer que ceux qui sont partisans d'une union politique forte, on parle parfois de zones d'intégration renforcée, eh bien, souscriraient à l'équivalent d'une constitution. Oui, je suis d'accord, absolument. Alors, Madame, juste toute dernière question, peut-être pour conclure, non? Je crois que je vais passer mon tour parce que je vous ferai revenir très en arrière en demandant la définition du démos, parce que franchement, ça me paraît être un principe qui évolue au cours du temps. Au moment de la Grèce antique, c'était la cité, la base d'organisation. Maintenant, c'est la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne peut pas devenir un peuple européen? Et il me semble qu'on n'écoute justement pas suffisamment le peuple. Alors, comment on s'y prend? La définition du démos, on va commencer par demander, mais très rapidement parce qu'on en arrive à la conclusion, à Monsieur Katrougalos, et puis après aux philosophes. Après tout, un grec, un philosophe, c'est bien pour définir le démos. Allons-y. Pour avoir un démos, il faut avoir une décision politique. Même dans les cités grecques, il y avait cette décision politique. Athènes a été composée de plusieurs tribus. Et ces tribus sont devenus un démos quand ils ont décidé de vivre ensemble. C'est ce que les Américains disent « we, the people ». Exactement. Je crois que peut-être dans un avenir plus lointain, on aura un démos européen, au sens qu'à Athènes, il y aura un démos athénien. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire pour avoir de la démocratie européenne d'avoir ce démos-là. Exactement parce que je pense que la survivance des nations n'est pas quelque chose qui sera exclu dans les années qui viennent.
je ne considère pas que ces nations-là seraient absorbées dans un démos européen comme les tribus d'Athènes étaient absorbées dans les démos athéniens. Mais de toute façon, il ne s'agit pas d'une définition sociologique, il s'agit d'une décision politique de vouloir devenir un. Oui. Alors, c'est une bonne définition du démos. Déjà, on oppose souvent le démos et ethnos. Donc, c'est très important, cette définition politique du peuple. C'est-à-dire que le peuple n'existe qu'à partir du moment où il se constitue politiquement. Mais avant qu'il ne se constitue politiquement, quel est ce peuple qui veut se constituer politiquement? Donc il y a là une circularité un petit peu troublante, peu importe, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'Europe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les différents démoïs qui correspondent aux différentes nations européennes ne sont plus que ethnos, et on aurait cessé dans cette perspective d'être démos. Alors on parle de démoïcratie, certains parlent de démoïcratie pour essayer de montrer que c'est un peuple plurinational. Alors voilà, on est arrivé au concept de peuple plurinational, où on ne sait pas si ce qui est derrière la nation, c'est plutôt ethnos ou plutôt démos. Donc là, ici, il y a un flottement, mais parce que nous sommes dans un processus. Et donc, l'Union européenne et l'Union politique européenne doit se comprendre avant tout d'un point de vue processuel. Et là, je rejoins bien volontiers ce qu'a dit Dany, simplement, quand le torchon brûle, il ne faut pas attendre 50 ans. Je suis d'accord, mais alors, dans ces cas-là, il faut, si on reprend la définition politique, se battre, mais bec et ongles, contre ce qui existe aujourd'hui, c'est la définition identitaire. Parce que notre problème aujourd'hui, quand le torchon brûle, pourquoi il brûle? Parce que tout le monde, enfin pas tout le monde, beaucoup, et ça, l'extrême droite ou les populistes appellent ça certains, ils ont une justification identitaire. Ils donnent une justification. Nous les Français, nous les Allemands, nous les... etc. Et ça empêche un processus. Ça bloque. Il faut résister à cette maladie identitaire qui est en train de ronger notre humanisme. Mais chez les intellectuels aussi, il y a cette réclamation d'ethnicité. Mais arrête, pourquoi les intellectuels seraient plus intelligents que le peuple en général? Comment? Non, monsieur, je vais vous dire. Moi, j'ai 36 identités. Et je crois que quand je dis identitaire, c'est la réduction à une identité. Évidemment que nous avons des identités politiques, culturelles, hommes, femmes, homosexuels, bisexuels, trisexuels, tout ça, c'est... Non, mais il y a des différentes situalités. Non, je ne suis pas ridicule. Non, la France n'a pas une identité. Je regrette. La France a, et les différentes... Ici, j'ai essayé de discuter avec les gens ici, comment vous définissez en tant que Français, vous allez voir qu'il y aurait énormément de différences. Il n'y a pas une identité française. Il y a une fait qu'on est Français. Non, mais attends, la démocratie nous permettrait d'unir les Européens. Là, je suis tout à fait d'accord, mais la démocratie réunit des collectivités, réunit des personnes, réunit des groupes et des individualités qui sont extrêmement différentes. Ils se sont mis d'accord, comme à Athènes, à avoir un projet politique. Ils se sont mis d'accord où on leur a imposé. Hein, ça encore, il faut voir comment c'est fait. Quand on me dit l'identité française et la démocratie, je te donne un exemple. Quand on demande aux Français, c'est quoi l'identité française? Beaucoup diront la Révolution de 1789. La Révolution de 1789 et la France d'après 1789 a pu vivre 160 ans sans donner le droit de vote aux femmes. Dans l'identité française jusqu'à 1945, le droit de vote des femmes n'existait pas. C'est la date de ta naissance. Comment? Hein? C'est la date de ta naissance. C'est pas moi qui ai fait ça. D'accord. Mais je veux dire par là que donc, il faut faire très attention.
il y a des différences, et puis il y a des différences identitaires de région, il y a des différences identitaires, les gens des villes et des campagnes, etc. Donc, justement, moi, je suis persuadé que la nation peut permettre la vie de différentes identités. La démocratie et la nation protègent toutes les identités, mais n'est pas une identité. Ça, j'en suis persuadé. Oui, il a raison. Tu dois parler dans le micro. Oui, donc si on me l'allumait, merci. Ça y est, parce qu'on vient de me l'allumer, merci. Là, on joue un peu sur les mots en parlant d'identité, mais on parlait plus de politique française. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va vers une politique européenne. Tout à l'heure, on a dit non, on ne va pas aller vers une politique qui va ressembler à la politique américaine. Mais factuellement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on va vers la privatisation de toutes nos entreprises, de tous les services publics actuels. Et ça, c'est à cause de l'Union européenne. Parce qu'on veut toujours plus de concurrence, on veut toujours... Alors, c'est pas vrai. C'est de la toute dernière remarque parce que les Français ne veulent pas ça. On me dit de plier bagage parce que nous avons un groupe de théâtre qui attend en coulisses. Alors, peut-être une réponse, Monsieur Ferry, là-dessus. Il y a du vrai dans ce que dit monsieur. Je sais que Dany ne sera pas pleinement d'accord, mais on peut en effet regarder la construction européenne sous l'aspect d'un processus de privatisation de la monnaie, du crédit et de la politique elle-même. Je pourrais développer cela et l'illustrer de façon qui, j'espère, convaincrait dans une certaine mesure Dany, n'est-ce pas? Je crois que c'est pas réussi jusqu'à maintenant, le ça mal. m'étonnerait. Bon, voilà, c'est un processus, celui-là aussi, n'est-ce pas? Mais je pense que véritablement, même s'il est vrai qu'on ne peut pas sortir de l'euro pratiquement, ça ne veut pas dire que le système de la zone euro ne doit pas être réformé de fond en comble, parce que c'est un système anti-économique, anti-politique, antisocial. Là-dessus, vous serez d'accord, je pense. Je crois que vous êtes parfaitement d'accord. Il n'y a aucun système en démocratie qui ne peut pas être réformé. C'est le contraire de la démocratie, qui prétend que le système de l'euro doit être comme ça et pas différemment. C'est une aberration démocratique. Tu as raison. Là où on ne serait pas d'accord, c'est comment il faut le réformer et ce que veut en faire. Ah, tu crois qu'on ne serait pas d'accord pour déverrouiller la zone euro et la façon de le faire? Oui, il faut absolument restituer, redonner la main sur les politiques monétaires et budgétaires. Ça, vous êtes tous les trois d'accord là-dessus, je crois. Bon, monsieur, c'est le n'importe quoi érigé en système. Bon, alors, messieurs, à tous, je voudrais quand même vraiment remercier pour la qualité de vos questions, de vos interventions. Merci à tous et merci surtout à nos invités d'avoir maintenu ce très bon débat et d'avoir répondu à vos questions aujourd'hui. Pour cette consultation citoyenne, vous allez en retrouver un extrait sur France 24 d'ailleurs, parce que un extrait de ces échanges, bien sûr, dans notre prochaine émission. Et puis, vous allez surtout, en effet, il va y avoir, on l'a dit, un résumé de cette consultation citoyenne qui sera envoyé au Conseil européen. Merci à vous.